Hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Antillaise, une nouvelle Caribéenne qui va nous partager son témoignage et elle habite à Cotonou. On se retrouve encore au Bénin cette fois-ci et je la laisse se présenter. C'est parti. Alors, je vais te laisser te présenter directement pour que on sache d'où tu viens, où est-ce que tu es en ce moment et ensuite on va voir ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là-bas. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Johanna Saint-Père. J'ai 30 ans. J'ose pas le dire, mais oui, j'ai 30 ans. Je suis martiniquaise, une pure et dure. Je suis née à Fort-de-France de parents martiniquais qui eux aussi venaient de Fort-de-France, donc une vraie Foyalaise. J'ai grandi là-bas. J'ai commencé mes études là-bas. J'ai commencé mes études là-bas et en fait, j'ai quitté à l'âge de 20 ans. Donc, j'ai quitté mon île à l'âge de 20 ans. Je suis d'abord allée à Paris pour poursuivre mes études. C'était vraiment la ville que je souhaitais, dans laquelle je souhaitais évoluer. Et puis, bon, après pas mal d'années, on a la sensation qu'on a un peu fait le tour. On a le diplôme en poche, on veut faire autre chose. Donc, je suis partie au Bénin. Voilà, donc actuellement, je vous parle du Bénin, une ville, un pays plutôt, un pays dans lequel je m'épanouis depuis déjà quelques temps et dans lequel je suis en train de concevoir, construire encore plus de projets pour la suite. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu es née en Martinique et lorsque Ouais. tu étais plus petite, est-ce que tu avais pour ambition ou est-ce que tu avais déjà pensé t'installer dans un pays africain? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà passé dans ton esprit ou pas du tout? Alors, c'est même pour ça que j'ai parlé de Paris et que j'ai insisté sur le fait que c'était la ville dans laquelle je me voyais évoluer. C'est parce que vraiment, m'installer en Afrique n'était pas du tout dans mes perspectives. Ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'a jamais parlé. Je n'avais pas forcément de mauvaises conceptions ou idées, mais je me disais juste que c'était pas pour moi et que c'était juste même pas dans mon champ des possibles en fait. Pour moi, c'était vraiment d'évoluer en France dans un premier temps, mais surtout, j'ai toujours, venant d'une petite île qu'est la Martinique, j'ai toujours voulu être dans des grandes villes, ce qui me vendait du rêve étant gamine. Donc, être par exemple à New York, et j'ai eu l'occasion de travailler à New York, donc ça a encore plus alimenté finalement ce plaisir de dire, moi, je vais être une city girl, tu vois, je Ouais. vais être vraiment dans des grandes villes. Je me vois à Paris, je me vois à New York, je me vois, je sais pas, tu vois, voyager un peu partout en Europe. C'était ça, en fait, pour moi, la trajectoire dans laquelle je souhaitais m'insérer. Et effectivement, bah, tout a changé. Le jeu de cartes a été complètement rebattu. Et voilà. Mais est-ce que tu penses que ça ne te parlait pas l'Afrique parce que tu n'avais pas d'informations ou est-ce que c'était parce que les grandes villes, comme on dit, ben, ont grandi en fait avec le concept et le principe de partir en tant qu'Antillais, c'est sûr qu'on est amené à partir en France. C'est la première option souvent qu'on propose. Et après, si c'est pas la France, ben effectivement, ce serait l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est parce qu'on t'a déjà vendu ce trajet-là? Parce que Ouais, j'imagine que c'est les deux, qu'il n'y a pas de, il y a aucun exemple de l'Afrique. Enfin, il n'y a pas forcément de communication pour aller faire une city girl en Afrique, quoi. absolument. Et en fait, c'est complètement ça. C'est un mélange des deux. Ouais. Bien sûr, un manque d'information, et je dirais même une mauvaise information, parce que aujourd'hui, bon, il y a un boom, hein, il y a un boom qui se fait, qui fait que il y a quand même beaucoup plus d'informations sur l'essor des pays africains, sur ce qui se passe, sur les différentes dynamiques en place. Mais il faut le dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'en était pas là du tout. Au compte, moi, c'est triste à dire, mais moi, ce que j'avais de l'Afrique, c'était les pubs UNICEF avec les enfants, la peau sur les os, et on demandait de faire des dons en urgence pour sauver des populations, quoi. Voilà, tu vois, donc. Disons que je n'avais pas de jugement sur l'Afrique, mais évidemment, ce qui me venait, ce que moi j'avais, c'était ben, Afrique, pauvreté, voyage humanitaire, voilà, c'était ça en fait ma conception. Est-ce que effectivement, tu l'as dit, en plus,
bah, on grandit dans un milieu occidental. Ça, c'est pas de notre faute, c'est ce qui nous vient en fait, c'est ce qui nous touche. Et ce milieu occidental, eh ben, il véhicule aussi une idée que ben, la success story, ben, c'est d'être dans une grande ville. Et Ouais, c'est d'être évidemment dans des pays développés où, soi-disant, il y a énormément d'opportunités. C'est ça, en fait, le message qui est véhiculé. Et aujourd'hui, je peux clairement dire que non, c'est pas le cas. Et on peut être une city girl dans l'Afrique, ça, c'est certain. ça, c'est certain. Et est-ce que lorsque tu as été à Paris, est-ce que c'est le fait de rencontrer d'autres Africains qui eux aussi sont sortis de chez eux pour vivre à Paris qui t'a donné l'envie de découvrir l'Afrique? Alors oui, c'est vrai. Quand je suis partie m'installer à Paris, j'ai été en école de commerce et cette étape-là de ma vie m'a permis de me confronter en fait à d'autres cultures, à des personnes qui venaient de d'autres horizons. Donc quand même, cette étape-là qui a été l'école de commerce, ça a été vraiment une ouverture quoi, complète parce qu'on comprend que finalement, on côtoie des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Bénin, qui viennent, je sais pas moi, de Guinée, qui viennent aussi de la région Maghreb, donc bien sûr marocains, algériens, voilà. On apprend à connaître ces gens-là et évidemment à apprécier leur humour, à apprécier leur gastronomie, parce qu'ils vont dire, ah ben viens, on va manger dans tel resto. Donc on commence en fait à déjà être en immersion, à petite échelle évidemment. Et on commence à s'intéresser, de se dire, bah, en fait, elle me parle de chez lui ou il me parle de son pays. Et bon, même si c'était pas du tout dans voilà, dans mon parcours, dans la vision que je me faisais, why not? Tu Mm. vois, pourquoi pas? Pourquoi pas au moins découvrir parce que ben, j'ai mon ami qui me vend sa destination et en fait, ben, je dois aller voir moi-même ce qui se passe là-bas. Ouais. Donc, c'est effectivement cette étape qui a été pour moi déjà une première étape un peu destructrice de clichés. Mhm. Et puis aussi, bon, il faut le dire, on rencontre des gens en école de commerce qui ont un peu de moyens, Mhm. qui aussi parlent un peu de la vie qu'ils ont au pays. Et en fait, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas que Ah non. l'UNICEF, en fait. Il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui ont des beaux parcours, des familles où il se passe beaucoup de choses. Et on se dit, ah ouais, donc en fait, on comprend, sans même avoir vu, Mhm. que, Il y a- attention, il y a autre chose. Ouais. Voilà. Et lorsque tu as décidé de venir au Bénin, de t'installer, est-ce que tu as attendu d'avoir un projet? Parce que je sais on voit beaucoup plus d'informations, c'est sûr, Ouais. mais il y a quand même encore pas mal de zones grises dans le sens où, professionnellement parlant, comment tu as appréhendé ton déménagement entre Paris et le Bénin? Est-ce que tu t'es préparé en amont? Est-ce que tu te voyais faire la même chose? Alors bon, c'est intéressant ce que tu demandes parce qu'en fait, la décision plutôt de quitter Paris, elle est venue après le Covid. Et en fait, c'est important de le souligner. Après le Covid, je pense que même beaucoup de gens ont eu voilà, cette révélation, si je puis dire. C'est que on a envie dans tous les cas de vivre autre chose, on ne sait pas encore quoi. On est conscient que voilà, on a vécu les différents confinements, on a vu les limites aussi du confort qu'on pensait avoir. Et on se dit, ben, la vie est courte, on a envie de voir autre chose. Donc ça, c'est la première étape. Et on se dit, ben, on va y aller petit à petit. On va y aller petit à petit. Moi, en tout cas, je ne me suis pas lancée comme ça, à l'aveugle, à l'aventure, non. D'abord, ça a été des voyages. Des voyages de durée différente, hein. Une fois 2 semaines, une fois peut-être 3 semaines. Et en fait, à chaque fois, on absorbe un peu. On absorbe un peu et on commence à dire, OK, waouh, c'est sympa, le pays me parle. Et ça répond en fait ça a comblé, en tout cas sur le moment, ce vide-là que je sentais après les divers confinements. Donc on se dit, OK, peut-être que ça pourrait être sympa de se lancer à l'aventure, effectivement au Bénin. Je dois le préciser. La raison aussi qui a orienté mon choix vers le Bénin, c'est parce que je me suis mis en couple avec un Béninois. Voilà, donc étant en couple avec un Béninois, j'étais clairement dans j'absorbe la culture, le pays, voilà. Donc, et j'ai les occasions aussi naturelles d'y aller.
Donc voilà, le Bénin ne s'est pas imposé comme ça tout seul. C'est venu effectivement de par mon compagnon, qui lui aussi partageait ce besoin en fait de rentrer au pays. Et pour être honnête avec toi, à ce moment-là, au moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste plus à Paris, mais où est-ce qu'on va? Évidemment, il y a eu le Bénin de son côté, moi, il y a eu la Martinique. Ça a été très, très fort. Et la raison pour laquelle finalement, ben, de fait, on s'est orienté vers le Bénin, c'est parce que je me suis dit, j'adore mon île, hein, j'y retourne dès que je peux. Je suis une pure Martiniquaise, ça là, il faut jamais douter. Mais je me suis dit, je suis encore jeune, j'ai encore le temps d'explorer ailleurs. J'ai encore le temps de voir autre chose avant de rentrer chez moi. Parce que oui, un jour, j'espère rentrer chez moi. Mais j'ai encore le temps d'avoir l'énergie, l'endurance, la flexibilité pour aller ailleurs. Donc, je me suis dit, allons ailleurs. Pour moi, en tout cas, je vais ailleurs. Pour lui, il rentre chez lui. Pour moi, je vais ailleurs. Et ça m'a été tellement bénéfique que je n'ai aucun regret aujourd'hui. Ouais. Mais comment s'est passée l'annonce de ton départ pour le Bénin face à tes amis et ton entourage, amis, famille, tout. Ouais, alors ça, c'est quand même une étape, hein, parce que là, on se confronte justement à tous les clichés entretenus, et notamment avec nos parents qui en ont pris encore plus et qui ont encore plus d'idées voilà, préconçues. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents qui me disaient, bon, honnêtement, est-ce qu'on adore la décision? On ne peut pas encore le dire, mais on est conscient que tu as besoin d'autre chose. Et on est conscient que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Alors, écoute, va tenter. Tu tentes, tu testes. Et ça a été vraiment ça, hein, l'approche. Ça a été, on y va, on teste. Si ça ne nous convient pas, la vie continue et on peut rebondir. Donc voilà, c'est vraiment cette approche-là qui eux-mêmes les a finalement décomplexés dans ma décision, les a un peu libérés. Par rapport à mes amis, bizarrement, ça a été plus complexe, ça a été plus dur. Parce que eux, ils avaient ce sentiment d'abandon, notamment pour ceux qui étaient à Paris. Et même pour mes amis en Martinique, il y avait encore ce sentiment de distance rallongée. Donc, je dirais que ça a été plus simple pour ma famille que ça n'a été pour mes amis. Et bon, c'est un choix qu'il faut assumer hein, dans tous les cas. Non, c'est clair, c'est clair. Mais toi, tu l'as vécu comment de te retrouver les premiers pas? Mais pas les premiers pas lorsque tu as fait des voyages pour venir, mais le jour où tu t'es dit, là, c'est un billet aller, il n'y a pas de billet retour. Comment s'est passée l'adaptation au début? Ouais, alors c'est vrai que le sentiment, lorsqu'on sait que ben typiquement il n'y a pas de billet retour, dans tes bagages, il y a quasiment toute ta vie et que tout le reste qui arrive est déjà dans le bateau, ouais, on se dit waouh, là c'est une étape. C'est une étape. Mes premiers pas, alors comme je l'ai dit, j'étais déjà venue en vacances souvent auparavant, donc voilà, c'était pas l'inconnu. Quand on arrive, on se dit par contre, ok, on sait qu'on connaît un peu, mais on sait qu'en vrai, on ne connaît rien. Parce qu'on est parti en vacances, là on s'installe, on a des objectifs en fait qu'on doit cocher, ben, comment on va vivre, où est-ce qu'on va vivre, nous trouver un job, je sais pas, s'implanter en fait. Donc, quand même du stress. Mais une envie de me dire, ce que tu vas chercher, tu vas le trouver. Et moi, dans mon cas, moi, ce que j'allais chercher, euh, c'était un réel épanouissement et c'était aussi finalement une façon autre d'atteindre mes ambitions. On se dit que on veut être un symbole de l'audace. Et finalement, ça paye parce qu'aujourd'hui, on fait des interviews, donc finalement, l'audace paye. Donc on se dit que toute cette audace qu'on a en nous et de se lancer, de se jeter quand même dans une aventure, on se dit que a priori, ça va payer. Ça va payer plus que si on était resté dans un système français. Ça va payer plus que si on était rentré chez nous avec les parents, voilà, le confort autour. L'audace paye. Moi c'est comme ça que je pense. Et je me suis dit, tu as peur, tu stresses, tu ne sais pas exactement ce qui t'attend, mais ton audace va payer. Je me suis vraiment dit ça pendant les heures de vol. Mais tu te dis effectivement que s'il n'y a pas l'audace et quand même un sentiment d'aventure, ce serait difficile si tu n'avais pas cette façon de penser-là. Ouais, ce serait difficile quand même parce que il faut être clair. Quand on va, bon, moi j'allais dans la famille de mon chéri, c'est vrai, j'ai des liens incroyables avec eux, et c'est vraiment un socle pour moi ici. Mais
tu sais quand même que tu n'auras plus ton socle personnel pendant un temps. Mhm. Parce que tu n'as pas un ami à toi qui t'attend, tu n'as pas une tante ou une maman qui t'attend. Et donc, il faut être clair. Ton socle personnel, tu ne l'as plus. Et ça, pendant un bon moment, tu ne l'auras plus. Donc, c'est quand même quelque chose que je n'avais même pas encore bien envisagé au départ, mais que j'ai vite compris. Parce que, en fait, on se rend compte que, du coup, dans nos premiers pas, on a besoin de quelque chose, ben, on écrit à son chéri, parce que c'est lui qui connaît le pays. Surtout que dans nos réalités africaines, et ça, je pense qu'on va en parler après, on ne peut pas juste prendre notre téléphone et penser qu'on aura toutes les réponses à nos questions. Il y a beaucoup de bouche à oreille, il faut connaître, et donc on a encore plus besoin des autres, si je puis dire. Donc voilà, j'ai senti quand même que j'étais un peu dépendante pour avoir des réponses, pour avoir des solutions, pour pouvoir trouver un logement, etc., pour pouvoir m'installer, pour pouvoir meubler un intérieur. Toutes ces choses qui finalement sont pour nous automatiques et qu'on peut faire par nous-mêmes. Ici, de par nos réalités, c'est autre chose. Et j'ai vite compris que mon socle personnel, tout ce que je pensais avoir et qui fait aussi mon indépendance, je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus. Donc, il faut être très solide hein, pour encaisser ça, hein, très, très solide. Mais ça veut dire que quand tu dis ton indépendance, c'est que ta façon, comment ça s'est traduit? Est-ce que c'est parce que lorsque toi, tu prends ton téléphone, soit tu trouves pas l'information, soit ils reçoivent tes demandes différemment? OK. Parce que dans le sens où, je sais que nous, ici, bon, toutes les informations sont pas sur Internet. Ouais, oui, Clairement, le bouche à oreille, c'est le réseau, c'est l'Instagram le plus puissant du monde. C'est le bouche absolument. à oreille. Et est-ce que c'est parce que tu ne sais pas à qui t'adresser? Quelle est la raison qui fait que tu sois dépendante des locaux au final, enfin, de ton mari? Ouais, en fait, c'est ça. Le bouche à oreille, c'est ce qui permet d'avoir les différentes solutions à ces problématiques. Dépendance, parce que, alors, outre mon mari, je dirais même à sa famille, parce que lui-même aussi, il rentrait. Hein, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas rentré. Donc, lui aussi, il avait beaucoup à rattraper. L'adaptation. Donc, on était un peu dans le même bateau, hein, quand même. Mais voilà, il fallait quand même s'appuyer énormément sur sa famille pour trouver. Et moi, vraiment, sur l'étape du logement, c'est là où j'ai senti en fait cette dépendance. Parce que on n'a pas un seul logé ici. En tout cas, ici au Bénin. On n'a pas un seul logé qui donne toutes sortes de biens qu'on peut trier, filtrer. On n'a pas ça. On a un système de démarcheurs. Donc aujourd'hui, bon, le modèle évolue un petit peu. Il y a des agences quand même immobilières qui se développent, mais le moyen principal pour trouver un logement, c'est de faire appel à des démarcheurs. Les démarcheurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui en fait un business et qui, en fait, va voir des biens et en contact avec des propriétaires et qui permettent aux clients de venir visiter. Mais ces démarcheurs, on n'a pas un site non plus sur lequel on peut aller pour trouver les contacts de ces démarcheurs. Donc, on a besoin de quelqu'un qui connaît, qui peut te transmettre un contact, qui peut... Et voilà, de fil en aiguille, sachant qu'il y a quand même une chose, c'est que quand on est étranger, et je ne le dis pas pour noircir le portrait, non, mais quand on est étranger, il y a quand même une méfiance à avoir parce que on se dit, est-ce qu'il va pas me donner quelque chose de, voilà, qui n'est pas bien juste parce qu'il a besoin de prendre sa commission? Donc, il y a quand même cette méfiance de, tu peux pas te lancer seul dans l'aventure. Donc, même quand tu as le contact du démarcheur, tu as peut-être besoin de ta belle-mère qui va venir qui va checker le bien, qui va parler avec lui peut-être dans la langue pour être sûr que, ah, gars, est-ce qu'elle est d'entre de bonnes mains? Donc tout ça, tu ne maîtrises pas. Ouais. Et c'est encore elle qui connaît les rouages, comment les formalités se passent. Toi non plus, tu ne maîtrises pas. Donc c'est encore elle qui va gérer la prise du logement, les différentes formalités. Là encore, tu ne maîtrises pas. On te donne une clé à la fin, mais tout le process, tu ne l'as pas maîtrisé. Et c'est Non, pas parce que tu ne veux pas, c'est parce que tu ne peux pas. non, C'est c'est vrai. c'est tellement culturel que tu peux pas, en fait. Et même moi, aujourd'hui, avec le recul et la connaissance quand même que j'ai du pays, je ne suis pas en mesure de dire que de A à Z, je peux gérer. Parce qu'il y a des aspects tellement culturels qu'on ne peut pas comprendre. Ne serait-ce que la langue. Je prends un exemple, deux démarcheurs qui arrivent ensemble, ils voient que tu es étrangère, que tu viens pas de là, d'ici. Ils peuvent parler entre eux. Tu sais pas ce qu'ils vont se dire. Mais tu sais pas quelles combines ils peuvent mettre en place. Et malheureusement, c'est des schémas qui arrivent. Ouais. Donc, tu vas y Non, aller c'est vrai. seul.
C'est vrai. Parce que souvent, dans les expériences, il y a beaucoup de positifs. Les points positifs remportent toujours sur les points négatifs, mais il y Ouais, a quand même une partie à prendre en compte que lorsque tu viens de l'étranger, même ici, hein, il faut quand même rester sur ses gardes. Les prix qu'on va te absolument. donner ne sont pas les mêmes prix que pour les locaux. C'est Et ça. C'est un constat qu'il faut accepter, hein. Il faut accepter ça. Faut pas lutter avec ça. il faut pas lutter, mais en tant qu'Antillais, tu le prends mal. Je me Ouais. rappelle au début, vraiment c'est une guerre quoi. Tu le prends très personnellement. Tu te dis mais comment ça, tu m'as arnaqué ou je sais pas. Ça c'est vraiment un combat. Alors, je vais te donner un autre exemple qui est tellement vrai parce que en plus, ici, il y a quand même un lien. Alors, être étranger, c'est une chose. Être blanc ou clair de peau, c'est encore un autre facteur. Autre chose, oui, oui. Rien à voir. Donc, moi, souvent, moi, j'adore, même à Paris, j'ai toujours aimé le shopping, aller découvrir, un peu chiner. Et en fait, ici, on a la chance d'avoir au Bénin l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Dantokpa. Donc je me dis, waouh, mais c'est l'Eldorado, quoi. Et genre, tu peux aller toucher les choses, aller voir les marchands. Alors, c'est super. Moi, je recommande Don't Talk Pas à tous les étrangers qui viennent parce que pour moi, c'est le négoce à l'état pur et c'est beau à voir. Mais, comme je dis, il faut être bien accompagné. Pourquoi? Encore une fois, on en revient dans les combines potentielles qu'il peuvent y avoir, ça c'est un. Mais il faut, pour quand même savourer l'expérience, il faut accepter qu'on aura des réalités différentes. Ça fait mal. J'ai été moi-même dans un conflit intérieur au départ qui est, mais comment je viens dans le pays de la personne et je dois subir des choses encore? Non, c'est pas normal. Bref, et puis dans cette mentalité occidentale qui est la transparence dans les prix. À l'occidental, le prix est affiché, on ne le discute même pas, on ne pense même pas à le discuter, c'est le prix pour tout le monde. À l'africaine, c'est autre chose. La négociation et le marchandage, c'est la base même du commerce. Donc, même quand un prix est affiché, tu te dois de le discuter. Et même quand tu vas le discuter, tu n'auras peut-être pas le prix qu'un local aura. Ça, là, c'est clair. Mais tu as fait l'effort. Ouais, C'est ouais. bien. Et en fait, moi, je disais toujours que dès que je descendais de la voiture, alors déjà, j'ai une voiture, donc de fait, je suis qualifiée comme personne riche. Donc, quand je descends de la voiture, tout de suite, les prix, Ouais, ouais. direct. Et il faut accepter. Il faut accepter parce que bah, c'est des réalités, quoi. Mais ce que je peux dire maintenant avec le recul, c'est que quand on arrive à devenir une cliente régulière, à montrer que finalement, tu es dans le pays, que Ouais. l'un des leurs, la dynamique change. Tu passes d'étrangère à, OK, c'est une étrangère, mais c'est une béninoise aujourd'hui. Ouais, Et ça, et je peux ouais. dire aujourd'hui que avec les contacts que j'ai pu développer, je n'ai plus cette sensation d'arriver, que le prix il sera top, top, top. Non. Aujourd'hui, j'ai mes contacts, ils me font de très bons prix euh, parce que ben, ils savent que je suis une cliente régulière, que je suis au pays, que je vis les mêmes réalités qu'eux. Et voilà. Clairement. Mais c'est exactement, je me rappelle où je me dis au début, ce sera un choc culturel. Ouais. Tu vas vouloir te battre. Te battre, je sais pas vraiment pourquoi, parce que, tu sais, de mon côté, je me suis juste dit, j'ai pas de problème à devoir payer plus cher. Il y a des réalités qu'on sait tous, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu mets 10 fois plus, toi? Des fois, je continue à me battre à la dernière minute. Et après, je me dis, c'est pas à toi de te battre. Tu apprends les codes, tu montres que tu es là, parce que tout, au final, c'est du réseau. C'est du Exact. réseautage. Et la personne n'a pas à te faire confiance parce que toi, tu sais que tu es une bonne femme. C'est pas, on te donne pas des prix comme ça juste pour rien parce que tu existes et que t'es arrivé. Et quand tu commences à comprendre les codes, que tu te fais ton réseau, ben, tu bénéficies comme tout le monde de leur façon Ouais, de vivre qui, au final, t'apporte beaucoup, beaucoup d'avantages à la fin. exactement. Donc, en fait, c'est des étapes à passer. Ouais. L'étape, je suis étrangère, j'ai pas de socle, j'ai pas de contact, je suis dépendante, ça dure un temps. Ça Mhm. dure un temps. C'est dur sur le moment, surtout quand on a l'habitude. Ben, moi, j'ai toujours été ultra indépendante. Ma mère, elle m'a élevée dans cette dynamique-là, quoi. Tu te gères, tu apprends à affronter les choses qui viennent à toi. Voilà. Donc, j'ai vécu à Paris seule. Donc, moi, j'arrive dans cette mentalité de moi, je sais me gérer, je sais tout faire. Il faut malheureusement au début avaler la pilule qui est que non, tu auras besoin de personnes. Tu auras besoin de... Du coup, il faut apprendre à communiquer avec les gens
pour formuler tes problèmes pour que ils puissent t'apporter des solutions. Là où nous, dans notre environnement, si je puis dire occidental, on a tellement l'habitude finalement d'avoir nos propres moyens on n'échange pas sur ces sujets-là. Exemple, je vais venir chez une amie à Paris, elle a un super canapé. Ouais, elle a un super canapé. Je vais pas penser à lui dire, mais waouh, comment t'as fait pour avoir ce canapé? Parce que, en fait, je vais me dire, bah, en fait, au pire, je fais une photo. Au pire, j'ai déjà vu, je vais aller sur les sites qu'on connaît, Ikea et toute la bande, et je vais trouver le canapé, tu vois. Mais en fait, non. Ici, si je vais chez toi et que j'aime un canapé, je vais te dire, oh mon Dieu, comment tu as trouvé ce canapé? Ou qui t'a fait Qui te ce l'a canapé? fait? Quel artisan t'a fait Quel le cadeau? artisan, comment tu as géré, combien tu as payé. Donc voilà, c'est typiquement la même situation dans deux contextes différents. Et ce qui fait que ça va devenir un sujet de conversation. Or, ça ne serait jamais devenu un sujet de conversation si on s'était vu à Paris, typiquement. Donc voilà, on apprend à formuler ses problèmes pour aller chercher les solutions. Et malheureusement, si on se dit non, mais je veux pas l'embêter, non, ça ne marche pas. Il faut Non, non, c'est embêter, vrai. il faut demander, il faut aller vers les gens. Et ça dure un temps, cette période-là, parce que heureusement, je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal, mais ici au Bénin, les gens sont extrêmement physionomistes. Alors, déjà, c'est vrai, ne m'oublie pas facilement parce que je suis grande, je suis claire de peau. Voilà, je marque assez bien les esprits. Mais Dieu merci, les gens sont très physionomistes. Ce qui fait que tu es venu deux fois chez la même personne. Elle va t'appeler ma chérie, c'est fini. Tu es devenue sa meilleure cliente. Elle va te faire de bons prix. Elle va te conseiller. Elle peut même te donner d'autres contacts. Enfin, c'est une période à passer. Ouais. Et une fois qu'on a passé la période, on a notre réseau parce que ça se fait vite. Les gens sont physionomistes Très et vite. surtout les gens sont en demande de nouveaux clients. Donc, ils vont quand même faire en sorte que tu reviennes chez eux. Donc, tu te fais rapidement ton réseau, tu te fais rapidement tes circuits pour avoir tes choses. Et je peux le dire aujourd'hui, je suis arrivée au Bénin, j'étais indépendante. Aujourd'hui, s'il était là, il confirmerait, je suis même plus à l'aise que mon compagnon. Parce qu'en fait, je revenais de tellement loin que je me suis fait rapidement mes armes. Et aujourd'hui, je suis capable j'arrive à faire du shopping à Abidjan, à Lagos, à faire mes choses, revenir par différents circuits. Voilà, donc c'est pour dire que quand on apprend les codes, le bouche à oreille, se faire ses contacts, oh, ça roule. Ah Y non, a pas de non, problème. oui. Dès que tu comprends le système et aussi que tu participes au système, ça veut dire que tu Ouais, amènes une cliente, tu amènes toi aussi quelqu'un, que tu commences à devenir référente, là, vraiment, c'est le tu pactole, quoi. fidélises, ouais. Et ça te donne un style de vie que tu n'aurais jamais pu avoir ou expérimenter ailleurs. Absolument. Il y a des bénéfices que tu te dis en 2 minutes, t'as ça. Tu n'as pas besoin de bouger de chez toi, que tout se fait, tout s'organise. Non, c'est une autre façon de vivre. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que ici, particulièrement en tout cas au Bénin, j'ai découvert ce que c'est le réel sens du service. C'est-à-dire qu'on tombe sur des gens qui, en fait, sont serviables, ont envie de te faire plaisir, ont envie de te mettre à l'aise et qui, du coup, vont t'aider et vont vraiment t'aider, quoi. Donc là, tu tombes sur peut-être, je sais pas, un menuisier avec qui tu échanges bien et tu lui montres que tu n'es pas venu en grande duchesse, tu es venu cool, tu discutes avec lui d'égal à égal, quoi. Et franchement, ils vont se dire, mais en fait, elle est gentille, elle m'a ouvert sa porte, on a échangé, elle n'est pas embêtante sur les prix. Parce qu'on se dit, bah là, voilà, on va pas, on est là aussi pour aider, on est là pour, voilà. Et en fait, on se rend compte que ben, il va nous dire, OK, ben, tu as besoin de faire ça, ben, je te le fais. Ah ben, tu as tel meuble un peu cassé, mais je vais te le réparer, en fait. Et limite, il va dire, ne me donne rien, c'est toi qui vas dire, non, non, tiens. Ouais, C'est, ouais, ouais. c'est- tu vois, donc, voilà, les gens sont très serviables. Il y a ce sens de l'entraide. Et je veux dire que, en termes de temporalité, ça peut aller vite. Parce que je prends l'exemple toujours de mes parents. Ils sont venus déjà deux fois au Bénin. Pareil, eux, bah, des gens de la cinquantaine en montant, des vrais Martiniquais, un pur et dur aussi. Ils arrivent au Bénin avec un peu, voilà, des images, des idées, mais en fait, et aujourd'hui, je peux t'assurer que ils seraient prêts à s'installer ici, quoi. C'est-à-dire que ils ont tellement aimé le contact avec les gens et ils ont compris en fait très vite les codes. En deux voyages, j'ai vu mes parents aller faire leurs courses seuls, aller faire leurs achats au marché seuls, aller négocier. J'étais en mode, mais oh my God, c'est eux là qui allaient à peine à Paris une fois tous les 10 ans.
ils arrivent à se mettre dans d'un tel environnement. C'est vrai, Et c'est on s'est même questionné le fait que finalement, nous, les Antillais, on se dit que la métropole, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais peut-être pas. Mais le truc, Peut-être, c'est que la génération de nos parents, des fois, ils disent que c'était comment ils vivaient avant. c'est ça. Donc, C'est au une nostalgie début, terrible c'est pour ça. eux. Tout de suite, ils J'adore. te disent, ah, mais c'est les... Parce que quand, franchement, chez nous, c'est, tu dis bonjour partout où tu rentres, tu connais normalement tout le monde. C'est qu'on commence, ben, on est occidentalisé, on est occidentaux tout court, mais Ouais. notre génération, mais leur génération, eux, ils ont grandi, donc ils ont des nouvelles façons de vivre. Mais de base, quand ils s'intègrent et qu'ils réfléchissent 2 minutes, ils se disent, oh, mais c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on vivait avant. C'est Et ça. après, quand ils rentrent dans leur façon, ils sont beaucoup plus à l'aise que nous. Parce que eux, ils avaient ces codes-là avant. Sont beaucoup plus à l'aise que nous et je dirais même qu'ils sont tellement nostalgiques qu'ils se laissent bercer. Donc, ils n'ont même pas les petits points de tension que nous, on peut avoir de «Ah, ça va pas assez vite» ou «Ah, oh là là, enfin, je sais pas, il me donne pas ce que je veux comme je veux». Eux, ils seront en mode «Mais c'est super, tu as des artisans, tu peux faire ce que tu veux, c'est super». Et ils sont complètement bercés, Ouais. subjugués. Ouais. Du coup, pour eux, c'est moi, j'avais un peu d'appréhension, mais en fait, non. Tu leur donnes juste les bonnes clés, quelques conseils pour s'adapter. Ça se passe, quoi. Et Ouais. l'aspect ami relationnel. Comment ça se passe? Ouais. Alors ça, c'est un gros sujet. En fait, ouais, c'est un gros sujet parce que comme j'en ai parlé, tu arrives, t'as pas de socle. Ton socle, finalement, c'est le socle de ton compagnon ou même le socle de ton ami si c'est avec un ami que tu viens. Et sinon, si tu viens seul, tu n'as juste pas de socle. Voilà. Donc, il faut clairement accepter, comme je disais, de ne pas avoir ce socle-là au début, mais il se constitue vite. Attention, il ne sera jamais le socle que toi, tu as depuis 15 ans avec tes amis en Martinique ou même à Paris. Non, ça ne va pas être ça. Mais ça va être un socle de connaissances qui va déjà te permettre de fonctionner, de sortir de temps en temps, d'aller boire un verre, d'être invité à une fête d'anniversaire. Ces premiers échanges qui te permettent en fait de te sentir intégré. Et cette étape-là, elle est importante. Tu n'as pas encore ta meilleure amie, tu n'as pas encore ta bestie à qui tu vas raconter tous tes problèmes. Non. Et c'est même pas ce que tu cherches en fait. Tu n'as pas, si tu es venu seul, c'est peut-être d'ailleurs, ça se passe beaucoup comme ça. Les filles qui arrivent seules, souvent elles trouvent l'amour. Donc ça les aide encore, ça les aide un peu. Moi, je suis arrivée avec quelqu'un. Donc vraiment, je dirais que son socle était mon socle. Sa famille, ses amis, c'était mon socle. Mais tu comprends quand même que oui, c'est ton socle, mais tu en bénéficies par procuration. Donc, c'est pas que sa copine à lui va devenir ta copine à toi. Non, ça va devenir votre amie que vous allez fréquenter, mais elle n'a pas de lien particulier avec toi. Donc, tout l'exercice, c'est de faire passer de je suis en procuration sur toutes tes relations, notamment amicales évidemment, à je tisse moi-même mes liens. De ma propre expérience, je n'ai réussi à convertir personne. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient ses amis sont toujours restées ses amis et dont je bénéficie par procuration. Par contre, les amis que j'ai pu me faire sont des amis que j'ai fait directement par moi-même. Je n'ai jamais réussi à convertir une de ses amies en étant en fait plus proche de moi. Non, j'ai longtemps espéré, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens parce que de par comment dire, les activités auxquelles je participais, j'essayais de me rapprocher un peu des filles que je connaissais déjà par lui. Certes, bonne relation, très bonne relation, mais jamais une relation exclusive, si je puis dire, qui s'est développée. Et parce qu'en plus, enfin, ici, tout simplement, j'ai compris que les filles, en plus, c'est des filles qui se connaissent depuis longtemps, qui sont amies depuis l'enfance. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel je suis, ils ont fait la même école depuis le CP. Voilà. Donc, en fait, c'est difficile de s'intégrer dans des groupes très soudés. On arrive, comme je dis, à les fréquenter voilà, par procuration dans des grandes cérémonies. Mais dire qu'on est intégré en tant que tel dans des groupes, ça, je n'ai pas réussi. Mais en fait, à un moment même, j'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de chercher parce que je me suis dit, mais en fait, ne perds pas ton temps, fais tes propres relations. Et puis après, le reste, tu en bénéficies déjà d'une certaine façon, c'est OK. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc aujourd'hui, j'ai des amis filles notamment, et pas que d'ailleurs, j'ai des amis garçons. Euh, Ce sont nos liens directs. Ils ne m'ont pas connu moi, la copine d'eux, connu moi, ils ont appris à me connaître
et aujourd'hui, ça roule, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait mon socle. J'ai vraiment fait mon socle aujourd'hui. Et après, je pense qu'on va en parler, même d'un point de vue projet, business, tu te rends compte que du coup, c'est encore mieux pour toi parce que tu as tes propres amis et tu as, tu as les amis par procuration. Donc, en fait, tu as une bonne base avec laquelle tu évolues et qui te soutiennent dans tes projets. Donc, c'est super. Ma question, c'est de savoir d'abord, avant de savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment au Bénin comme activité professionnelle, le but, c'est de Ouais. savoir est-ce que tu as transporté ton activité de la France au Bénin ou est-ce que tu as démarré un nouveau projet? Ok, alors non, je suis arrivée les valises vides sur ce point-là parce que en fait, quand j'ai été diplômée de mon école de commerce, j'ai eu mon stage de fin d'études qui était top dans le secteur tout ce qui est marketing digital et j'étais dans un gros labo pharmaceutique connu, très connu. Donc voilà, c'était super. En fait, le problème c'est que Covid, recrutement, comment dire, qui n'ont juste pas eu lieu en fait, et je me suis retrouvée sans rien. Je me suis retrouvée sans rien, donc ça a été difficile parce que là, on goûte vraiment au chômage, à l'inactivité pure et dure. Et en plus, comme on est jeune diplômé, bon, c'est compliqué, tu vois, on n'a pas encore exploré des pistes ou on n'est pas expérimenté dans quelque chose. Donc, on ne peut pas dire, ah ben tiens, ce que je le faisais, je vais le faire à distance. Non, on est tellement des novices qu'on a encore besoin de ces expériences terrain. Donc finalement, quand je viens ici, je ne viens pas avec une activité que je faisais avant et que je souhaitais poursuivre. Pour autant, j'ai quand même eu l'occasion de travailler dans une boîte ici. Euh, bon, en fait, plus en contrat de prestation, en fait. Et je gérais tout ce qui est partenariat et développement commercial, stratégie. Donc ça, c'était très intéressant et pour le coup nouveau en fait pour moi. Parce que oui, en lien avec mes études, mais j'avais jamais tu vois, de point de vue opérationnel, mis les mains dedans. Donc là, ça a été vraiment de l'apprentissage, de l'exécution, voilà, de la créativité, beaucoup de choses. Et surtout de s'acclimater dans ce qu'est la vie professionnelle ici au Bénin. Ça, c'est important de le dire parce que les codes sont différents. Je donne toujours cette anecdote-là. Mon premier jour où j'ai bossé, le midi, alors j'attends et je me dis, bon, ben, je vais voir ce que mes collègues font à la pause déj. Et en fait, il se passe rien. Il se passe rien parce que dans la boîte, en tout cas, où j'étais, il n'y avait pas une réelle pause déj. Il y en a par exemple, ben, en plus, je travaille avec beaucoup de geeks. Donc, il y en a, ils prenaient juste leur jeu et ils étaient en mode gamer à la pause. Donc, tu les vois juste pas, en fait, bouger de leur bureau. Ils passent juste à autre chose. Il y en a qui décident de manger dans leur bureau. Il y en a qui, certes, commandent à manger, mais ils ne t'en parlent pas. Donc, en fait, la dynamique que je connaissais qui est, ah, c'est l'heure de la pause déj, on coupe tout, on y va, on descend. Pas du tout. Mm. Là, en fait, je me retrouve un peu perdue. Et bien sûr, en plus, bon, je ne vais pas mentir, au début, ils n'étaient pas les plus friendly, si je puis dire, sur ce sujet-là. Ils ne m'ont pas dit, ah, mais viens, on va déjeuner. Non. En fait, pour eux, même la notion de dire on va déjeuner, c'est pas quelque chose de très répandu, en tout cas que j'ai vu dans cette entreprise-là. Je préfère nuancer. C'était plus chacun prend son plat et puis bon, si on arrive à s'asseoir au même endroit pour manger, tant mieux pour nous, quoi. Donc, et puis bon, tu arrives, tu es un peu l'étrangère, t'es pas trop dedans, quoi. Mais encore une fois, tout ça a un temps, ça dure un temps. Après, j'étais ultra intégrée, j'avais plein de collègues qui sont même devenus des amis. Tout ça, ça dure un temps. Donc voilà, il faut apprendre les codes, il faut comprendre les codes. Et en fait, à partir du moment où tu as compris et que tu arrives à t'approprier ça, encore une fois, aucun problème. Aucun problème. Donc ça, j'ai fait ça pendant un temps hein, quand même. Après, je suis tombée enceinte. Oui, j'ai un enfant, je l'ai pas dit dans mon intro. Je suis tombée enceinte, donc en fait, j'ai voulu avoir mon enfant tranquillement. Donc là, j'étais plus là vraiment parce que j'étais beaucoup à Paris, je faisais des allers-retours, mais j'étais principalement à Paris. Donc, j'ai même quitté cette activité-là de prestation et qui fait que finalement, là, à l'heure où je te parle, je ne suis pas dans un 9 to 5 régulier. J'espère que ça vient très bientôt. Je travaille pour. Mais ce qui a été intéressant, c'est que ça m'a permis de développer une autre activité. Ok. Alors, cette activité en question, c'est quoi?
Moi, je dis toujours, au Bénin, il n'y a pas un réel chômage. Pourquoi? Toutes les personnes qui vivent au Bénin, même s'ils ont leur job attitré, ils font tous quelque chose à côté. Je sais pas, vendre de la nourriture, vendre l'événement, vendre des tissus, vendre du petit électroménager. Tout le monde fait quelque chose et il y a des petites sources d'argent, voilà, à côté. Donc, en fait, je me suis dit, non, je peux pas être dans un pays où les gens sont dans une débrouillardise folle, n'ont pas peur de, voilà, de cumuler les activités, les boulots, les jobs ici. Et moi, je suis là, je fais rien. Donc, je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, je ne maîtrise pas, je n'ai jamais fait une activité comme ça par moi-même auparavant. Donc, je me suis dit, tu dois développer quelque chose que tu sais maîtriser de bout en bout. Donc, tu n'as pas, en gros, même si au début, je me disais, mais moi, j'adore la mode, est-ce que je vends des fringues? Et je me suis dit, non, mais tu sais pas coudre. Il t'aura besoin d'un tailleur, il faudra le challenger, tu auras des retards, ça va être, non, too much, trop de stress. Donc, de bout en bout, il faut que tu puisses gérer ton activité. C'est comme ça que j'ai réfléchi, que j'ai cherché et je me suis dit, bon, ben, il me faut une activité qui me permette d'être chez moi avec mon bébé aussi. Et en fait, je me suis dit, mais la pâtisserie, en fait, parce que j'en ai toujours fait. Parce que, ouais, c'est quelque chose que je faisais avec ma mère, pour mes grands-parents, avec mes amis, je sais pas, pour mon chéri de l'époque. Bref, j'en ai toujours fait. Et je suis pas une pro, mais j'estime que en tant qu'amateur, j'ai un bon niveau qui me permet encore plus ici de faire quelque chose de bien. Donc, je me dis, OK, mais je veux avoir une approche un peu conceptuelle. Je veux pas juste ouvrir une pâtisserie avec à boire et à manger. Je veux que ce soit un peu innovant, quoi. Donc, je réfléchis, je veux un produit simple parce qu'au départ, je ne peux pas acheter 36 000 ingrédients, ça va être trop lourd pour moi. Donc, en fait, je commence à vraiment drafter en fait, mon projet à l'écrit. Ok, ben, il me faut du coup pouvoir travailler un produit, mais si j'ai ce produit-là, il faut que je puisse apporter une plus-value. Si je fais un seul produit, ça va pas marcher. Et c'est de là que, en regardant un peu ce qui se fait et en réfléchissant, je me dis, ok, Joanna, là, tu es martiniquaise, mais aujourd'hui, tu vas te considérer comme une afro-caribéenne parce que tu as vu chez toi, tu as vu là, le pays de quelqu'un d'autre et c'est devenu tes deux chez toi. Donc ça, cet héritage que tu as formé, il faut qu'il te serve à quelque chose. Donc, je me dis, OK, donc il faut que j'arrive à faire découvrir aux gens d'ici les goûts de chez moi et il faut que j'arrive à montrer que même étant étrangère, j'ai réussi à appréhender les goûts d'ici. Donc, je me dis, OK, là, je te raconte vraiment tout le parcours, toute la réflexion. Et c'est de là que je crée. Au début, je n'avais même pas de nom, hein. Je me disais, OK, je veux travailler le brownies parce que j'adore le brownies, parce que c'est un produit qui est simple à faire, parce que c'est un produit qui se conserve longtemps et que comme c'est une base chocolatée, c'est facile d'intégrer d'autres goûts. Tu vois, c'est pas un goût citron, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est facile d'agrémenter d'autres goûts parce qu'on le voit, le chocolat se marie aux fruits, le chocolat se marie aux épices. Et en fait, j'ai l'idée de dire, ben, moi je prends l'exemple toujours de l'Osea, qui sont des chocolatiers en Martinique très très connus. Ah ouais. Et c'est pas que eux d'ailleurs. Eux, il y a plein de modèles comme ça partout dans le monde. Mais quand tu ouvres ta boîte Lozéa, tu as tout un assortiment de chocolat et tu as des goûts avec des fruits, des goûts avec des alcools, des goûts avec des épices. Mais c'est tous une base de chocolat. Chocolat. Et en fait, cette boîte de chocolat, c'est ma boîte à brownies. Quand tu ouvres ma boîte à brownies, tu as des parts de brownies avec des goûts différents. Voilà, donc le projet, il est en place. L'idée, elle est en place. Maintenant, après, voilà, on commence à penser prix, on commence à penser branding, le nom du business. Et en fait, la petite histoire, c'est que bon, j'ai perdu mes grands-parents de façon rapprochée. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je suis une pure fille antillaise, quoi. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents, j'allais chez eux après l'école. Tout ça, là, c'est ce qui m'a formée. Donc, de les perdre et d'être en plus à ce moment-là pas avec eux en Martinique, ça a été une épreuve. Donc, c'est vraiment pour eux que je faisais la pâtisserie du dimanche. Donc, je me dis, tout ça là, c'est le moment de faire, d'assembler toutes ces pièces et de donner du sens à ce que tu fais. Donc, je commence à écrire des noms, je commence à réfléchir et j'arrive au nom Mocello. Mocello, du coup, beaucoup de gens étaient intrigués au départ. Mo, c'est Maurice, c'est mon grand-père. Cello, c'est Marcel, c'est ma grand-mère. J'ai voulu avoir quelque chose qui se tienne, qui soit simple à entendre, à comprendre, à décortiquer. En fait, et bon, je dois le dire, mes expériences passées, mes études font que
bon, je capte un peu le truc, quoi. Tu vois, je capte ce qui sonne bien, ce qui Ouais. va être bien compris de parler pour les clients, ce qui aura même du storytelling, ce qui va apporter de la plus-value, quoi. Donc, je joue un peu là-dessus. Et en fait, quand j'arrive à Mocello, je me dis, ouais, that's it. C'est ça, en fait. C'est Mocello, c'est la pâtisserie artisanale, c'est la spécialité brownie, c'est on joue avec les goûts et les couleurs et les saveurs et les textures aussi. Donc, du coup, voilà, je vois le truc. Mais je suis timide au début. Je me Ouais. dis, j'ai l'idée, mais j'ai peur, quoi. Tu vois, est-ce que peut-être que moi, je suis seule avec mon délire, en fait, et que ça va intéresser personne. Donc, j'en parle autour de moi. L'audace, toujours, j'en parle autour de moi. Et il y a même une fille à qui je dis, ouais, j'ai un projet de brownies qui va venir. Alors que j'avais rien, quoi. Tu vois, j'avais même pas encore fait de thé, j'avais rien. Elle me dit, mais girl, donc en plus, elle parle beaucoup en anglais. Elle me dit, mais girl, c'est trop bien. Faut que, bah, je fais un événement tel jour, ramène tes brownies, on va goûter, on va tester. Et je me dis, oh my God. Ok. Donc là, je me dis, bon, j'avais rien. Donc là, je me mets en mode machine de guerre, sortir un logo, faire des impressions, trouver un emballage, faire des tests de gâteaux, mettre en place un catalogue de recettes, puisque je vends que j'ai des goûts différents. En une semaine, j'ai pondu un catalogue, un logo, bref, j'avais tout. J'avais mon produit Sérieux? et j'allais là-bas. Et elles m'ont dit, mais c'est super, ces trucs. Beaucoup de soutien, j'en ai parlé, beaucoup de soutien. Et là, boum, ça prend beaucoup de commandes, sachant qu'en plus, ici au Bénin, des concepts comme ça de pâtisserie, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, et en tout cas, ils étaient... et s'il y en avait, je préfère toujours dire que s'il y en avait, ils n'étaient pas très, très connus. Donc, ça fait vraiment boom. Les gens, ils aiment le côté un peu hype des nouvelles choses. Mon packaging au top. Donc, les gens se disent, waouh, tu vois, ça fait un peu à l'étranger, quoi. Tu vois, ça vient un peu d'ailleurs. Ils aiment trop. Le nom est un peu énigmatique. Tu vois, c'est bien soigné. Tu as le sac imprimé. Tu as la carte dedans de remerciement qui te donne les saveurs que tu as commandées. Tu vois, j'ai pensé mon truc. Je me suis dit, Ouais. investis dedans. Et Ouais. ça aussi, c'est important. L'idée, c'est une chose, mais il faut investir dedans pour avoir le résultat et l'impact recherché. Donc, j'ai vraiment investi dedans. Je suis allée chercher mes packaging, je suis allée imprimer mes sacs quand ici, les gens ne m'impriment pas toujours leurs sacs, quoi. Pourquoi mettre de l'argent dans une impression, dans un sac qui va être déchiré dans la minute? Non, je tiens à mettre ces standards-là. Et en fait, je fais différentes tailles de boîtes pour que bon, bah, chacun s'y retrouve. Et en fait, vraiment, ça démarre super fort, super fort. Et en fait, j'observe quand même que au début, j'ai des gens qui ont beaucoup aimé, j'ai des gens qui recommandent beaucoup, j'ai des gens qui ne recommandent pas. Donc là, je passe au travail j'ai trouvé mes premiers clients. Il faut que je sache en fait qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Il faut que j'améliore mon produit dans tous les cas. Et en fait, les gens ici, ils avaient un peu peur. Tu sais, ils ont peut-être un peu peur de te froisser. Quand toi, tu en demandes de feedback, tu vois, tu demandes de, bah, dites-moi, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez pas aimé? Et ils ont peur, ils osent pas. Il y en a qui disent non, mais c'est super. Et en fait, je me dis non, mais je sais qu'il est bon, j'ai quand même beaucoup de commandes. Mais il y a des gens, je vois bien qu'ils ont commandé une fois, ils n'ont pas recommandé deux fois. Tu vois, donc il y a peut-être quand même des petits points d'amélioration et en fait, c'est avec le temps que là, par exemple, un des axes d'amélioration que j'avais, c'était le sucre. On m'a dit, ah, bon, c'est vrai que c'est un peu sucré quand même, surtout certaines saveurs où tu mets du caramel, c'est encore un peu trop sucré. Donc, ça a été tout un travail. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai démarré Mocello en avril dernier, en avril 2024. Ouais. Donc, c'est récent. Mais en fait, vu que j'avais beaucoup de commandes, j'avais vraiment beaucoup, je cherchais beaucoup de feedback. Donc rapidement, j'ai réussi à améliorer mon produit et avoir vraiment, j'estime aujourd'hui, le niveau de sucre qui convient au plus grand nombre. Ce ne sera jamais pour tout le monde, Oui. mais qui convient au plus grand nombre. Mon produit a réussi à se faire sa place. Aujourd'hui, qu'on pense brownies, on pense à Mocello qu'on pense ben voilà, gâteau à offrir, parce que ça aussi, ça s'est beaucoup développé, offrir des petites boîtes de gâteaux, on pense à Mocello. Donc j'ai réussi à taper là où j'avais envie de taper. Les gens m'ont vraiment beaucoup félicité sur l'effort et le travail sur l'expérience client, de la prise de commande à, bien sûr, la commande en elle-même, la livraison et l'après. Après. J'ai énormément travaillé dessus, mais je dois le dire, j'ai travaillé dessus seule. C'est vraiment mon bébé. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai envie de me remettre quand même dans une vie d'entreprise parce que ce lancement qu'est Mocello, ça allait avec ma vie de maman. Ma vie de maman avec un petit bébé, quoi, un nourrisson.
Aujourd'hui, mon fils, il va et vient, il court, tu vois, il est plus autant en demande de moi. Et d'ailleurs, tant mieux. Donc, en fait, je me sens quand même, je sens que j'ai besoin de me mettre dans autre chose, tu vois, Mhm. quelque chose en plus de projets. Donc, OK, Mocello doit vivre, mais il faut quand même que moi, j'aille chercher un peu ma stabilité, cette vie un peu corporate aussi qui me fait du bien. Donc là, tout mon challenge pour 2025, c'est de passer Mocello de c'est moi, mon bébé, ma cuisine, seule dans mon truc, à voilà, c'est un business, il y a des gens qui travaillent dedans, on continue à faire de l'investissement, on fait grandir le projet. Voilà. Et ça, c'est une réelle étape. Ouais. Ouais, parce qu'il faut Ouais. déléguer, pour faire confiance, faut accepter qu'il y aura aussi des mauvaises expériences parce que c'est plus dans tes mains. Donc là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Surtout quand tu prends le temps de tout faire tout seul et de réfléchir à tous les détails, de laisser le projet dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est crucial parce que tu peux pas indéfiniment être la seule personne derrière. Mais c'est une grosse Absolument. étape. C'est une grosse étape. C'est une très grosse étape. Et c'est pour ça que, bon, on essaye de trouver des process pour limiter, Ouais. je dirais, L'erreur, la je- marge je- d'erreur. ouais, la marge d'erreur, exactement. Parce qu'en plus, après tout ce temps, j'ai appris à connaître mes chers compatriotes béninois. Je les adore, mais je sais aussi ce sur quoi ils sont pas bons. Et ce sur quoi ils sont pas bons, c'est que quand ils sont dans ce contexte-là, donc ils sont salariés, ils ont toujours envie, quand même quand tu leur donnes un cadre clair, précis, des process à suivre, ils ont envie d'avoir un peu d'improvisation, quoi. Un peu d'improvisation. Et là, tu te dis, mais je te demande pas d'improviser. Je te Non, pas demande là. juste d'appliquer ce que je t'ai dit. Applique ma recette, applique mes grammages, applique les éléments de langage que je t'ai donnés pour répondre aux clients dans telle situation. N'improvise pas. Bref, on va y arriver. C'est Mais c'est pour dire vraiment- que c'est un challenge, mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, en fait. Tu es obligé, en fait, de te renouveler. Tu es obligé d'apprendre à déléguer, de lâcher. Parce que si tu mets toute ton énergie dans un seul projet, tu vas jamais soit le faire grandir, soit même en développer d'autres. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, je développe déjà d'autres projets. Je suis dans cette recherche quand même d'avoir une stabilité, développer un peu ma carrière professionnelle, quoi, tu vois, d'avoir un CV encore plus riche, plus fourni. Donc, tout ça fait que même si Mocello, c'est vraiment mon bébé, il faut le laisser Il grandir. faut les laisser OK. grandir. Pas ses ailes. Voilà, il faut le laisser grandir. Mais franchement, pour le coup, quitter son pays, bon, tu l'avais déjà quitté puisque bon, t'es déjà en France, mais en plus Absolument. quitter le cadre où tu t'étais pas vue entrepreneuse, je pense que ça fait quand même pas mal de changements. Non, mais ça, là, ça fait énormément de changements. Tous mes amis de la Martinique et ma famille d'autant plus sont émerveillants. Alors tant mieux, hein. Ils sont émerveillés par mon parcours. Ils me disent, mais c'est super ce que tu fais, on est tellement fiers. Et ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait un bien fou. Parce que tu te dis que tu n'étais pas juste une cinglée qui avait besoin de voir ailleurs. Tu vois, tu te dis qu'en fait, tu as vu juste. Tu as Mhm. eu l'audace qu'il fallait au bon moment. Bon, il n'y a pas de bon moment, mais en tout cas, à ce moment-là, qui était le bon pour moi. Euh, ouais, et en fait, tu as cru. Parce qu'évidemment, je ne vais pas mentir, même avant Mocello, bon, j'ai eu beaucoup de moments creux parce que bah, tu te dis, bon, des fois, tu es loin de ta famille et tu te dis, mais en fait, ouais, les ambitions, se réaliser professionnellement, avoir un confort de vie, ok. Mais à quel prix? Est-ce que c'est au prix de ne pas voir tes grands-parents partir? Est-ce que c'est au prix de ne pas passer chaque jour avec ta mère, sachant que je suis enfant unique? Est-ce que ce prix-là, est-ce que c'est ça, is it worth it, tu vois? Euh, c'est un questionnement que j'ai énormément eu, que j'ai toujours, et à des niveaux différents. Est-ce que, voilà, et encore plus maintenant que j'ai un enfant, est-ce que ton enfant ne grandisse pas dans ce que toi tu as connu? C'est quand même, je dois le dire, un désordre intérieur permanent. Ceux qui pensent que, ah, elle est partie, elle a vu sa meilleure vie, ce n'est vraiment pas si simple. Et il y a des moments où on oscille entre les moments de réussite, de joie, de fierté, avec les moments de blues, d'isolement, de solitude. Je dirais plus solitude que isolement. Je ne suis pas isolée, pas du tout, mais on se sent seul.
on se sent seul parfois parce que on n'a pas, ben, je sais pas, on nous raconte toujours par téléphone les fêtes de famille, tu vois, c'est jamais pour toi. Donc, il y a des moments où c'est très dur. Il y a des moments où c'est très dur. Et c'est encore plus dans ces moments-là où je me dis, bon, j'ai pris la décision. On m'a pas forcé. J'ai pris cette décision. Je sais pourquoi j'ai pris cette décision. Donc, je dois aller chercher en moi les ressources et je dois encore plus donner des raisons et de la valeur à tous ces sacrifices-là que je fais. Donc, ça fait que je pense, toi comme moi, on a une détermination folle, quoi. On en veut parce que on sait quels sacrifices on fait chaque jour. Ouais. Clairement. Non, clairement. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai un très, très grand mal du pays. Et je me dis, mais en fait, je veux juste être chez moi, quoi. Je veux juste être chez moi. Exactement. Et tu veux pas le Est-ce que dire non plus trop parce que tu es dans un, tu veux pas heurter les gens qui sont à côté de toi non plus. Enfin, ils n'y sont pour rien. Mais il y a des fois, tu veux juste être chez toi avec ta famille, la plage, mais la plage comme on la connaît. Et absolument, comme on la connaît. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Parce que oui, on a des plages ici en Afrique. Et au Bénin, on n'a que ça. Cotonou, c'est en littoral, donc on a de la plage partout. Mais c'est pas l'expérience plage qu'on connaît. Ça, là, c'est clair. Et effectivement, voilà, ce combat, ce désordre intérieur que tu as, c'est ça. C'est que tu veux pas heurter et blesser la sensibilité de ceux qui te tendent la main et qui sont auprès de toi tout le temps. D'où le fait que j'ai dit non, je ne suis pas isolée. Je ne suis pas du tout isolée. Mais est-ce que oui, je me sens seule? Bien sûr. il y a des Bien moments. sûr. Est-ce que parfois je donnerais tout pour pouvoir rentrer au pays? Et des fois, quand je rentre au pays, je vais pas mentir, j'ai la chance de rentrer à chaque fois pour 2 semaines, 3 semaines, un mois. Euh, Bon, quand je repars, je suis pas toujours très très contente de repartir, tu vois. Après, quand j'arrive ici, que je reprends ma vie, je me dis ouais, make sense, tu vois. Je sais ce que je fais, ce que je fais, ça a du sens et c'est super. Mais je ne pourrais dire que je suis complètement sereine, légère dans cette décision, ce serait mentir. Ce serait mentir. C'est d'où le fait que je dis, je vis vraiment cet épisode d'Afrique comme ouais, comme une réelle étape dans ma vie. Je ne peux pas dire, si tu me poses la question, est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est bon, l'Afrique c'est ta terre et tu vas y vieillir et y mourir? Je ne pourrais jamais répondre à cette question et je pense même que je peux te dire non, tu vois. Parce que son chez-soi, ça restera toujours son chez-soi, hein, il faut être clair. Mais par contre, je me dis, c'est une super belle expérience et je ne suis pas encore prête de la laisser passer, quoi. C'est ça. Je, encore tous les bénéfices que ça me donne, tout l'enrichissement personnel, professionnel que ça me donne, je suis encore bien dedans pendant un bon moment, ouais. Mais après, en ayant ces ressentis-là, aussi positifs, aussi des fois un peu de vide, je me dis, il faut juste voir les choses comme des étapes. Exactement. Étapes. Faut le voir comme des étapes. Et des Et fois, développer des rien qui projets. est irréversible. Hmm? Je disais rien qui est irréversible. C'est ça, clairement. Et parfois, des fois, développer des projets qui te permettent d'avoir les deux. Parce que des fois, on pense qu'il faut choisir. Mais moi, je pense plus dans le fait d'avoir, d'essayer de bénéficier des deux. Parce que des fois, c'est pas facile à voir. Tu vois pas comment tu peux bénéficier des deux clairement. Mais je me dis, il y aura un moment où on pourra bénéficier des deux et d'avoir une vie hybride. Ça dépend aussi de comment on voit sa vie, etc. Mais c'est jamais. Ouais, eh ben, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Surtout que dans le cas du Bénin, alors, Mhm. en Afrique, il y a une Bénin mania, quoi, en ce moment. On parle du Bénin. Il y a eu toute une délégation béninoise qui est venue en Martinique. Il y a beaucoup de liens qui se font. Encore il y a quelques jours, on a nommé un ambassadeur du Bénin. Donc voilà, il y a énormément de liens qui se créent et j'en suis ravie parce que ça me permet de voir des amis qui se disent, ah, mais en fait, c'est cool, le Bénin, nous, on a envie de venir. Et en fait, du coup, on se sent tout de suite moins loin. Parce qu'à partir Mhm. du moment où on a des amis qui veulent venir, nos parents qui viennent et qui prennent du plaisir, on se dit, bah, en fait, on n'est pas si loin. C'est On n'est ça. pas si... Quand en plus, on commence à, comment dire, il y a une action gouvernementale qui commence à se mettre en place pour pouvoir tisser des liens Il y a durables avec des liaisons aériennes, avec des projets montés en commun
on se dit, il faut être patient, mais imagine un jour, il y a une liaison aérienne, imagine, on avait parlé de ça avec Dakar aussi à l'époque. Oui, Bon, ce sont que des entrées pour nous qui nous rassurent dans le fait qu'on n'est pas si loin de chez nous c'est ça. et qu'on peut avoir les deux, qu'il faut être patient et que voilà, je pense qu'on est vraiment, toi et moi et tous les autres Antillais qui ont fait cette démarche un peu à cette période, je pense qu'on est venu au bon moment et on peut se Mhm. féliciter pour ça parce qu'on sera précurseur d'une dynamique comment dire, euh, antillaise, africaine, afro-antillaise, afro-caribéenne. On sera un peu précurseur de ça parce qu'on a connu, entre guillemets, l'avant qui est, bon, il n'y a pas énormément de liens à, il commence à se tisser des liens à, un jour, il y aura des liens. C'est ça. Et beaucoup d'autres de nos amis viendront, mais sauf que nous, on était déjà là. C'est Et ça. on a, et on a vu. Donc, et techniquement, on sera mieux implanté. Enfin, voilà. Donc, moi, je me dis, félicitons-nous d'avoir fait cet effort-là avant même que le cadre ne soit favorable, parce que ça nous sera bénéfique. L'audace paye. Et en plus, tu sais, alors, encore une fois, je parle beaucoup du Bénin parce que c'est là où je suis et c'est là que c'est ce que je connais. Euh, il y a une loi sur l'afro-descendance qui est passée et qui est encore plus une preuve que les liens se forment et sont concrets. Parce qu'à partir du moment où, alors je ne connais pas toutes les clauses, je ne suis pas une pro, mais à partir du moment où je connais des Martiniquais aujourd'hui ont été naturalisés, ils sont aujourd'hui béninois, c'est la preuve que le lien, il est évident. Je connais énormément de Martiniquais qui se disent, mais en fait, s'il y a ce truc de l'afrodescendance, c'est que ben, clairement, toute notre part d'africanité, elle est reconnue, elle existe et on y a droit, en fait. On a droit, tout comme on a droit d'aller en France, on a le droit d'aller en Afrique, on a le droit d'avoir des moyens simplifiés pour y accéder. Parce que là encore, bon, je ne veux pas attiser de débat politique ou quoi que ce Mhm. soit, mais il faut bien comprendre que la situation dans laquelle on est, elle est très politique. Elle est, elle est politique, elle est politique d'un point de vue occidental. C'est-à-dire que quand on regarde, je vois le Bénin, je vois Paris, on n'est pas plus loin que Paris. Mais il n'y a pas de liaison aérienne. Et pourtant, ça a été les premières liaisons aériennes de l'époque, enfin aériennes, liaisons, je dirais, de commerce de l'époque. On ne reviendra pas sur ce sujet. Aujourd'hui, ces liaisons n'existent plus. C'est ça. Il n'y a plus moyen d'aller directement en Afrique. Il faut passer par la France. Ouais. Pourtant, ben, l'esclavage nous a montré qu'il y avait ces liaisons aériennes. Elles Ah, ils ont existaient. été bien pensés, ils ont été bien créés. Ouais. Elles existaient. Donc, il faut me donner du sens, comme tu l'as dit, à ce qu'on fait pour montrer qu'en fait, ces liaisons-là, elles peuvent exister. Elles ont du sens. Mhm. Elles ont du sens pour les Béninois qui se disent, ben, en fait, nous, on a peut-être des ancêtres qui, eux, ont été dans les bateaux, sont arrivés en Martinique, en Guadeloupe et ont développé leur famille. Je pense notamment, parce que vraiment l'histoire de la Martinique et celle du Bénin sont tellement liées, avec notamment le roi Béanzin qui a été emmené en exil en Martinique. Et les Martiniquais sont même pas au courant de ça. C'est-à-dire que euh, on a eu la chance en Martinique d'avoir un roi du royaume du Dahomey qui était en exil chez nous, qui était notamment en exil au Fort Artenson, qui est un endroit qu'on connaît aux Antilles, quoi, enfin à Fort-de-France, qui allait à la messe à la cathédrale Saint-Louis, qui avait sa cour en fait, qui avait reconstitué sa cour ici en Martinique à Fort-de-France. Euh, et les gens sont même pas au courant de ça. Ouais. Alors qu'à l'époque, quand le roi Béanzin allait à la messe à la cathédrale Saint-Louis, les gens le connaissaient et le respectaient parce qu'ils savaient que c'était un roi en exil. Donc voilà, il faut parler de ces liens-là. Il faut montrer que notre histoire, elle est liée, qu'elle a du sens, que les Béninois s'intéressent à leur histoire et que les Martiniquais veulent aussi voir d'où ils viennent. Donc il faut faciliter là, il faut faciliter ces croisements. Après, ben, c'est énormément de discussions. Je sais en tout cas qu'il y a des volontés de part et d'autre de les créer. Et nous-mêmes, nous les jeunes qui avons déjà fait la traversée, qui on est voilà, on est un peu entre les deux, on doit encourager ça quoi. On doit encourager et montrer que il y a des projets intéressants, pertinents qui peuvent sortir de ça. Exactement. Mais Ouais. franchement, merci pour ton temps. Merci pour toutes les aventures, les anecdotes que tu nous as données. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour finir ce moment par il faut que nous, on soit aussi
des acteurs de la liaison, qu'on fasse en sorte que ça soit maintenu et surtout durablement, quoi. Durablement. Voilà, on veut pas de mauvaises surprises. On veut montrer que vraiment tout ça, comme je disais encore une fois, ça a du sens pour nous les jeunes, mais aussi pour nos parents. On a parlé d'eux déjà. Et que même pour nos enfants, il est temps de leur montrer leur part d'africanité, ce qui définit même la couleur de leur peau. Il faut qu'ils le sachent. Et pour le savoir, pour le comprendre, il y a rien de mieux de pouvoir venir et de voir. Il De n'y a rien de sûrement, mieux. clairement. Donc, écoute, on croise les doigts, on observe, on est en même temps actif au niveau, bien sûr, où on peut On l'être. peut faire, Voilà. c'est ça, Ouais. Et en tout exactement. cas, je tiens à te remercier pour ce temps de parole. Moi, j'adore toujours ces temps-là parce que je me dis que j'aurais bien aimé entendre des filles de mon âge, peut-être il y a 3 ans, peut-être. Ce genre de vidéo-là m'aurait intéressé parce qu'en fait, je me serais peut-être dit, si j'ai déjà peut-être la curiosité de sauter le pas, je pense qu'encore plus, je me dis, bon, j'ai bien compris que dans son message, c'est pas fluide, c'est pas ultra easy, mais qu'il y a énormément de choses à explorer. Et rien que ça, ne serait-ce que pour un voyage avec un aller et un retour, c'est déjà très bien. Ouais, C'est mais déjà c'est très clairement pour ça qu'on a commencé parce qu'on s'est dit, on voit beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de retours au pays, que ce soit chez nous ou autre, mais il n'y a pas le point de vue des Caribéens, des Antillais. Il n'y a pas ce point de vue-là. Tu bien. cherches, il n'y a pas. Alors que bon, il y en a qui le font d'ailleurs. Ça fait 4 ans. Nous, ça fait 2 ans. Il y en a d'autres. Donc, non, il faut qu'on raconte notre histoire. Et nous aussi, on avait besoin de cette petit vlog, petite interview pour te conforter dans ta curiosité et passer le pas. Donc, Grave. Merci beaucoup. merci à Merci. toi.